J'ai pas eu une idée incroyable en croisant quelqu'un dans la rue. J'avais quand même déjà vécu 2 fois aux États-Unis à cette époque-là. Bien sûr que je dis oui. Le fameux go big or go home. Si on n'y va pas à moitié. Bonjour à tous, c'est Salim Assad et bienvenue sur Scale to America, un podcast de New Fund. Ensemble, nous allons explorer les clés de la réussite des startups aux US. À chaque épisode, nous plongeons au cœur des expériences vécues par des fondateurs ambitieux qui ont osé franchir le pas pour étendre leurs activités aux États-Unis. Ils nous partagent sans filtre leur parcours et nous offrent des conseils précieux pour réussir à scaler aux US. Let's go. Pierre-Yves, bonjour. Merci d'avoir accepté de nous raconter l'histoire passionnante de BioSerenity. Comme tu le sais, aujourd'hui, on va aborder un thème particulier qui est l'expansion américaine de BioSerenity, entre autres. Et avant de démarrer, je me permets de rappeler brièvement ton parcours. On va voir que ça a beaucoup d'intérêt sur la suite de ton expérience avec un ADN très international. Tu as déménagé 26 fois, je viens d'apprendre. Tu es diplômé d'une école d'ingénieur en 2005 et tu as tout de suite rejoint les laboratoires Servier au Vietnam. Puis ensuite, tu reviens à Paris pour bosser chez Biogarant pendant 3 ans. Et ensuite, tu passes chez Johnson & Johnson en tant que commercial manager, notamment aux États-Unis, avant de lancer BioSerenity et te lancer dans la grande aventure. Première question, on est en 2013, tu quittes Johnson & Johnson. Pourquoi c'est le bon moment en fait? Pourquoi tu décides de créer BioSerenity à ce moment-là? C'est un choix vraiment stratégique. J'ai pas eu une idée incroyable en croisant quelqu'un dans la rue, en ayant un drame familial. L'histoire, elle a démarré sur une analyse de marché. À l'époque, je travaillais chez Johnson & Johnson dans leur division de diagnostic médical. On fait du diagnostic de maladies infectieuses avec des équipements robotiques de tests à haute cadence pour les labos. À ce moment-là, donc j'ai fait l'INSEAD 2 années plus tôt et je fais partie de ce programme au potentiel. Ils me font circuler dans différentes fonctions, différentes géographies. Je suis à New York et on me demande de réfléchir au futur de l'industrie. Et dans ce futur de l'industrie, on voit 2 grandes tendances émerger. Une tendance à l'industrialisation des tests, où le laboratoire d'analyse biologique de quartier devient principalement un centre de prélèvement. Les tests ne sont plus faits sur place et les tests vont être faits dans des grandes usines avec de la robotique à haute cadence. La deuxième grosse tendance qu'on observe à cette époque-là, c'est celle du point of care. Le diagnostic va être décalé, amené au patient, et plutôt que de bouger le patient au lieu de diagnostic, on bouge le système de diagnostic là où est le patient. Un lit d'hôpital, à domicile même, et c'est l'émergence du diagnostic point of care. J'observe ces 2 tendances qui sont en train d'émerger. Et j'en parle à ma hiérarchie comme étant une opportunité pour Johnson & Johnson de se lancer dans l'une ou l'autre de ces 2 tendances. Et à ce moment-là, la division pour laquelle je travaille va être vendue à un fonds de private equity. Et je me retrouve dans une situation où tous les projets un peu innovants, stratégiques long terme, vont être arrêtés le temps que la transaction se fasse. Je me vois proposer un poste très intéressant. Je dois déménager à Prague. Donc, je passer par New York, passer par le sud de la France avec une équipe commerciale. Et là, on me propose de déménager à Prague. Vu mon parcours international, ça me tente, j'y vais d'ailleurs, je vais voir, je rencontre l'équipe est super. Les discussions avec ta famille, ça... Honnêtement, ma famille me laisse beaucoup de liberté. C'est vraiment dans l'ADN familial que de bouger, de découvrir l'international. Et pas de problème de ce point de vue-là, mais je viens juste de tomber amoureux d'une jeune américaine que j'ai rencontrée à Aix-en-Provence. Et de son côté, elle a prévu de repartir aux États-Unis. Moi, je dois déménager à Prague. Et l'idée de faire Nashville-Prague en avion, en relation de longue distance, ouais, non, c'est compliqué. À ce moment-là, donc je décline cette proposition de poste à Prague et j'ai une conversation avec ma patronne qui me dit « Écoute, ton idée de point of care, tu peux pas la faire dans un domaine qui est le nôtre. Par contre, elle s'applique à d'autres domaines. Pourquoi tu lancerais pas une boîte dans ce sujet ?» Et donc elle me met le pied à l'étrier, vraiment, et encore aujourd'hui, je la remercie. Et elle va même me proposer un peu plus que ça, et beaucoup plus d'ailleurs, puisqu'elle me dit, écoute, on va t'accompagner, on va t'aider. Et elle me propose de me financer, de me donner 1 an de salaire, qui va me permettre de financer les premiers mois de BioSerenity. Et à ce moment-là, il y a une contrepartie, j'imagine. Très intéressant, je me suis dit la même chose, je me suis dit il doit y avoir une contrepartie. En fait, il n'y en a pas. Ce qu'elle me dit, c'est nous, on a envie d'avoir des alumni de Johnson & Johnson qui réussissent. On se reparle, on continue le dialogue et au moment
Là, il y a la transaction qui va avoir lieu. Mais au moment de tes levées de fonds, viens nous voir. Et si on est intéressé, on investira à ce moment-là. Bon, il se trouve que malheureusement, elle est partie faire autre chose et on a un peu perdu le lien. Mais vraiment, elle m'a mis le pied à l'étrier pour démarrer. Et je me retrouve dans cette situation à explorer ce concept de point of care, mais en l'appliquant à d'autres domaines que les maladies infectieuses. Et c'est là que je vais découvrir, au travers de rencontres avec une brillante neuropédiatre. Ouais, parce que ton idée originelle n'était pas finalement l'idée finale de BioSerenity. Hein. Ouais. Exact, ouais, ouais. Alors, donc je suis de profil ingénieur, je ne suis pas médecin, et donc j'ai vraiment envie de faire quelque chose, néanmoins, en ayant fait toute ma carrière dans l'industrie de la santé, faire quelque chose qui soit utile à la profession médicale. Et donc je vais rencontrer plein de médecins. Je vais voir plein de médecins, plein de spécialités différentes, et je leur dis, bah voilà, j'ai une idée, qu'est-ce que vous en pensez? Et mon idée de départ, c'était de faire un système de suivi des nouveau-nés, notamment pour éviter les risques de mort subite du nourrisson. Rien à voir avec ce que fait BioSerenity. Je vais voir cette neuropédiatre en pensant qu'elle va me guider sur cette idée, et elle me dit, écoute, ton idée, elle repose principalement sur la peur des parents. D'un point de vue médical, il n'y a pas vraiment de besoin. Par contre, il y a un besoin très fort dans le diagnostic de l'EEG. Aujourd'hui, l'EEG est souvent nécessaire et pas fait, et elle va m'expliquer un peu les différentes raisons pour lesquelles il n'est pas fait. Il n'est pas fait parce que l'infrastructure n'est pas forcément disponible, les équipements sont chers, ils sont pas mobiles. Donc on est vraiment dans la problématique du point of care. Et le dernier élément, c'est qu'il manque des experts pour relire ces EEG. L'EEG est un signal électrophysiologique chaotique et qui nécessite des années d'expérience pour pouvoir être relu de manière adéquate. Or, avec l'émergence de l'imagerie, avec l'émergence de l'IRM, des CAT scans, PET scans, d'une manière générale, trop peu de neurologues se sont formés à l'EEG. Et donc on a une pénurie mondiale de relecteurs de ces signaux, et vraiment mondiale, hein. C'est pas que la France, c'est pas une question de numerus clausus, c'était une grosse tendance de fond. Et donc avoir des systèmes qui d'un côté vont permettre de faire ces EEG dans les endroits où c'était pas possible avant, et d'un autre côté vont faciliter la relecture, clairement ça semble répondre à un besoin médical. Et à partir de cette première conversation, je vais échanger avec plusieurs neurologues et tous confirment. Donc là, clairement, il y a une énorme opportunité de marché. Et d'ailleurs, tu dois beaucoup à cette personne qui t'a orienté vers cette superbe idée. Je peux la citer, hein, docteur Ala Nasser, voilà, elle est encore en poste. Comme quoi, ça se joue parfois une ou deux conversations qui font que tu décides de lancer vers la bonne idée. C'est incroyable comme histoire. Donc on est en 2014. À ce moment-là, tu décides de lever des fonds. Tu es convaincu qu'il y a une opportunité de marché. C'est confirmé un peu avec les différents spécialistes avec lesquels tu échanges. Comment ça se passe à ce moment-là? Parce que 2014, c'était il y a 10 ans. Les levées de fonds, c'était pas comme aujourd'hui. En plus, tu as envie de lever 3 millions, c'est énorme pour l'époque. Tu n'as pas de produit, pas de chiffre d'affaires, et tu as seulement des professionnels qui te recommandent et qui disent, bon, s'il y a des gens qui peuvent réussir, entre guillemets, sur cette opportunité de marché, c'est eux. Mais il n'y a pas grand-chose de plus. Tu as peut-être un début de proto, mais en fait, tu n'as pas grand-chose. Comment ça se passe? La première chose, c'est qu'on fait quelque chose qui est compliqué parce qu'on va faire à la fois du hardware, du software, de la plateforme de relecture à distance. Il faut que ça communique, il y a de l'IoT et il faut des outils d'aide à la relecture et enfin que tout ça soit organisé sous forme de service pour pouvoir être déployé dans les endroits où il y a des besoins. Donc très lourd en R&D, très capitalistique, besoin tout de suite de grandir avec une grosse équipe, donc on a besoin de lever des fonds et on a besoin de lever des fonds rapidement. La problématique, c'est que l'écosystème à cette époque, en 2014, on parle de santé numérique, mais il n'y a pas encore un écosystème de VC bien en place. Le rapport de force est complètement côté fonds d'investissement à ce moment-là. Il y a peu de fonds et... Ouais, il y a encore peu de fonds, particulièrement en France, mais il est en train de se passer un truc assez incroyable dans l'écosystème français. C'est qu'on voit une vraie volonté, à la fois avec l'émergence du bras armé français qui est la BPI, qui va financer des fonds d'amorçage. On voit de plus en plus de fonds spécialisés se mettre en place. On voit aussi des historiques qui étaient centrés plutôt sur la pharma, sur les biotech, s'intéresser progressivement à la santé numérique. Ça reste un peu compliqué et donc dans nos levées de fonds, systématiquement, on a besoin de mélanger un fonds qui a un tropisme santé avec un fonds qui a un tropisme tech pour réussir à faire une thèse d'investissement qui fonctionne bien vis-à-vis de leur suivi des boîtes. La clé du succès pour nous, ça aura été d'un côté l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, l'ICM,
qui aujourd'hui s'appelle Institut du cerveau, qui est brillantissime lieu, un institut de recherche privé installé au sein de la Pitié-Salpêtrière, donc le plus gros hôpital européen. Et à l'intérieur, il y a cet institut de recherche en neurologie de pointe avec des chercheurs du monde entier. Et ils vont ouvrir un incubateur pile au moment où on démarre la société. On va être parmi les premières sociétés de cet incubateur. Et là, ça va nous générer un écosystème incroyable. Deuxième élément, on est installé dans un hôpital. Et donc, on va communiquer avec les médecins en permanence. Et ces médecins, ils vont être la clé du succès de la levée de fonds. Parce qu'ils vont parler aux investisseurs et leur dire « Oui, là, il y a quelque chose de chouette. L'équipe est bien, la techno est bien ». Ça va être tellement fort ce soutien des médecins que même un professeur de neurologie comme le professeur Vincent Navarro, qui est installé au sein de la Pitié-Salpêtrière, un jour, je dois présenter un jury et je lui dis « Ça serait chouette d'y aller à deux, à condition que tu passes me chercher. » Et je lui dis « Je suis en scooter, je suis désolé, est-ce que tu veux bien qu'on y aille ensemble ?» Et il est monté derrière moi, on est parti à deux en scooter présenter. Le jury me voit débarquer, moi jeune entrepreneur, ingénieur, avec ce professeur de médecine émérite, les casques à la main pour présenter l'innovation. Ça donne envie, on voit qu'il y a de la passion, on voit qu'il y a de l'énergie, c'est chouette quoi. Non, bien sûr. Et donc, tu réussis brillamment cette levée de fonds. Je crois même que tu as plusieurs term sheets. En fait, les gens se rendent compte qu'il y a vraiment quelque chose. C'est validé par le marché et validé par les professionnels. Donc, ça a beaucoup d'impact auprès des VC. Et donc, rapidement, disons dès l'année 2015, la boîte commence vraiment à prendre une dimension qui est différente. Tu signes un partenariat avec Servier, tu as ton marquage CE, tu t'ouvres le marché de la PHP, et là j'imagine que tu commences à te dire j'ai quelque chose quoi, et un vrai début de product market fit, etc. Et ton premier réflexe c'est de dire en fait j'ai envie de conquérir le monde et spécialement les US. Pourquoi c'est important d'aller très rapidement aux US quand on est une startup spécifiquement dans la santé? Qu'est-ce qui fait que y a beaucoup de startups dans la santé qui se disent il faut absolument que j'y aille quand on commence à voir que ça marche? Ouais, alors la question pour moi elle était évidente. Déjà j'avais l'expérience aux États-Unis, j'avais quand même déjà vécu 2 fois aux États-Unis à cette époque-là, en Californie et à New York. J'avais un peu cette expérience du marché américain. Mais quand on regarde les chiffres, le marché européen est un marché fragmenté. Ok, un seul marquage CE pour rentrer dans tous les marchés, dans tous les pays. Sauf que les actes sont différents. Ce qui est remboursé n'est pas toujours le même acte, il n'est pas codé pareil. Donc parfois ça peut être un enregistrement EEG d'électroencéphalographie de 20 minutes dans un pays. Dans le pays d'à côté, ça va être 1 heure. Les codes, les remboursements ne vont pas être les mêmes. Qui touche quoi? Est-ce que c'est le médecin? Est-ce que c'est le fournisseur de services qui touche? C'est pareil, ça change d'un pays à l'autre. Donc on a vraiment une fragmentation du marché européen par pays. À l'inverse, aux États-Unis, on a un marché qui, à lui tout seul, représente entre 50 et 70% du marché mondial dans le domaine des innovations de santé qu'on représente. 50% du marché mondial dans un seul pays, c'est énorme. Système de santé avec des remboursements bien plus élevés que ce qu'on voit en Europe, avec une propension à payer des patients qui est plus importante aussi, parce qu'en France, on voit traditionnellement, on a un côté où si c'est pas remboursé, je paye pas. Aux États-Unis, il y a moins cette réticence, voire pas du tout dans certains cas. Et cette analyse de marché me fait penser qu'il faut qu'on y soit et que, ok, on est une boîte française, on est fiers d'être français, on est installé dans un écosystème qui est incroyable, avec une excellence technique, une excellence médicale, mais immédiatement après, la France, il faut qu'on ait prévu notre go-to-market sur les États-Unis. Et à ce moment-là, j'imagine que tu n'as pas vraiment de concurrents identifiés ou clairs aux US. Est-ce que c'est un argument supplémentaire ou est-ce que tu te dis, en fait, je suis suffisamment armé même pour lutter contre potentiellement de la compétition et je sens que malgré tout, en tout cas malgré une intensité concurrentielle qui va être forte, je vais réussir à craquer ce marché. On voit des concurrents apparaître un peu en Europe, un peu au Canada, en Israël, mais sur des positionnements un peu différents. Ils sont sur l'utilisation de l'EEG aussi, mais plutôt dans des domaines santé, bien-être et moins médical. Et dans le médical, il y a un gros concurrent américain qui est historique, mais qui se repose sur ses lauriers et c'est un peu endormi, innove moins. Donc on a une opportunité. À la fois, il y a suffisamment de concurrence pour que ça rassure les capital risqueurs. Le monde du VC, il aime bien voir qu'il y a un marché et qu'il y a quand même des acteurs en place. Mais ces concurrents sont suffisamment soit trop petits, soit dans un positionnement un peu différent, soit endormis, pour que ça fasse
pas peur. Donc vraiment opportunité de marché sur les États-Unis. D'accord. Donc rapidement, en fait, tu décides d'aller à StartX, qui est l'accélérateur de start-up de Stanford. Et ce que tu racontes, c'est que vraiment, ça t'a ouvert les yeux sur l'opportunité américaine. En fait, ça t'apporte quoi, cette expérience au sein de StartX? Déjà, est-ce que tu recommandes et t'en es sorti avec quoi comme enseignement? Pour être honnête, moi, StartX, j'en avais pas entendu parler au moment où je commence à réfléchir aux États-Unis. Et puis, on va postuler à un concours d'intelligence artificielle appliquée à la santé. Et dans les prix de ce concours, il y a une place pour intégrer StartX. Et là, je découvre cet écosystème qui est incroyable dans le cœur de la Silicon Valley. Donc, c'est lié à Stanford, donc c'est Palo Alto. Avec tous ces noms prestigieux, gens de la tech et investisseurs prestigieux, Sequoia, Colsla Venture, etc. Et on nous propose effectivement d'intégrer cet accélérateur. Dans ma perspective de comprendre comment fonctionnent les États-Unis, comment fonctionne ce marché, bien sûr que je dis oui. Et donc je vais y aller pendant plusieurs mois. Alors je fais pas mal d'allers-retours parce qu'on n'a pas encore d'équipe américaine. Mais je vais y aller, je vais échanger avec différents entrepreneurs, certains qui ont déjà eu du succès, d'autres qui sont en train de créer leur boîte, et puis avec des investisseurs. D'un côté, j'apprends énormément, d'un autre côté, je me rends compte qu'on n'a pas encore les armes pour rentrer sur le marché américain. Parmi celles-ci, bon, bien sûr, le sésame évident dans notre domaine qui est le 510K, l'autorisation de la FDA. Et là, systématiquement, quand j'échange avec les fonds d'investissement, ils me disent super, la proposition de valeur est chouette, la techno est chouette, l'histoire est bien. Donc ils sont très intéressés. Et puis arrive cette question, est-ce que vous avez l'autorisation de la FDA? Et quand je dis non, pas encore, mais vous inquiétez pas, on n'est pas loin, les gars me disent ok, t'es gentil, tu reviens me voir quand tu l'as. Avant ça sert à rien de parler, on ne te financera pas tant que tu l'as pas. Et pourtant, en France, dire que ton business est florissant. Tu fais combien à peu près de chiffres à ce moment-là? Ouais, florissant, c'est peut-être pas encore le cas. On a commencé, alors on a de la chance, on a un marché d'essai de la PHP, donc on a 7 hôpitaux de la PHP qui commencent à utiliser et une vraie traction. Par contre, la croissance est superbe. On commence, alors on va faire quelques centaines de milliers d'euros, mais avec une croissance incroyable et qui va continuer les années après. Mais ça suffit pas. Ils nous disent ok, mais la France c'est la France, les États-Unis c'est encore autre chose. Voilà, ça je pense que c'est un vrai élément de différenciation entre les fonds américains et les fonds européens. Les fonds américains, entre guillemets, tout ce qui n'est pas, et peut-être plus spécifiquement sur les boîtes de santé, tout ce qui n'est pas du chiffre d'affaires ou de la traction sur le sol américain compte pour pas grand-chose en réalité. Clairement. Alors pour les fonds, c'est, enfin en tout cas c'était vrai à l'époque dans les conversations que j'ai eues. Ils m'ont dit, voilà, on est content de voir ça, mais ça suffit pas, quoi. Il faut de l'attraction sur le sol américain. Donc après ce passage, tu es convaincu? Je suis convaincu. Il faut y aller. Et dans mes échanges avec des entrepreneurs à succès, j'ai un deuxième point qui est un point de référence, qui est le fameux go big or go home, qui est si on y va pas à moitié. On y va avec l'équipe de senior managers qui mouillent la chemise. Moi y compris. On y va avec les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire en essayant de synchroniser l'entrée sur le marché américain avec une levée de fonds. Et potentiellement, on y va avec une stratégie déjà bien fichue pour qu'on puisse attaquer direct. Ouais, parce qu'à ce moment-là, donc tu décides de lever 15 millions. C'est cette histoire que tu racontes aux investisseurs, entre autres, que tu vas aller conquérir les États-Unis. Mais tu es une boîte française, tu n'as pas de FDA. Les hôpitaux, entre guillemets, ils vont avoir du mal à te faire confiance parce que tu es trop petit et pourquoi est-ce qu'ils vont perdre du temps avec une startup qui est peut-être pas solvable ou qui va pas rester en vie pendant quelques années. Comment est-ce que tu gères un peu cette partie? C'est quoi ta stratégie finalement? Comment est-ce que tu te dis que tu vas craquer le marché américain? Comment est-ce que tu comptes y aller? Je me dis que l'idéal, et c'est ce que je vais présenter aux investisseurs, l'idéal c'est de trouver une base installée qui soit suffisamment conséquente. On a peur, enfin en tout cas à cette époque-là, on se dit si on a certes des beaux comptes en France, mais aux États-Unis on va paraître petit, et donc la probabilité qu'un hôpital nous fasse confiance en nous donnant, en utilisant notre technologie, alors qu'il y a un risque que la boîte disparaisse dans 1 ou 2 ans parce que pas assez financée ou parce que retournement stratégique, va être compliqué. Donc il faudrait qu'on ait une taille critique. Et à ce moment-là, commence cette idée de peut-être faire une acquisition d'une société qui a déjà une base installée, qui n'a pas de techno, ou en tout cas une techno vieillissante, et dans lequel il y aura un mariage assez intéressant, c'est-à-dire que nous, on va utiliser
la base installée de la société, mais injecter la techno Et biocérémique. ça vous permet d'avoir cette clearance FDA ou vous l'avez, le FDA, Non, vous réussissez à l'avoir ça avant? c'est séparé. Ouais. Ça c'est lié à la techno. Donc on a fait notre travail. On est passé, on passe nos certifications ISO 13485, système qualité, MDSAP qui est un système de validation du système qualité qui pour le coup ne donne pas l'autorisation réglementaire mais donne la validation qualité internationale, y compris aux États-Unis. Et puis, on va aller déposer un dossier à la FDA, comme le font n'importe quelle start-up du monde entier. On peut aller déposer un dossier à la FDA. La FDA, ils sont vraiment très pros, et donc ils vont trouver un certain nombre de points à redire sur notre dossier. Mais c'est constructif. Et ils sont réactifs? Ouais, Ils reviennent Alors, assez rapidement? Oui, alors l'avantage, c'est qu'ils ont des engagements sur un calendrier, donc il faut que ça bouge. Ils ont des engagements de réponse, donc c'est pareil, ils ne peuvent pas ne pas répondre. Et ils sont constructifs, ils nous accompagnent. Quand ils nous donnent une réponse, elle est circonstanciée, on sait ce qu'on doit corriger. Et donc on va obtenir la clearance FDA qui va nous permettre de démarrer cette... Et ce process, comment tu fais pour, finalement, parce que tu n'es pas encore sur place, toi, aux US, comment est-ce que tu fais pour avoir cette clearance sans être sur place? Tu te fais accompagner? Est-ce que tu as des spécialistes qui te conseillent? On passe par une boîte de conseils, un consultant spécialisé qui t'aide à répondre aux questions. qui nous aide, qui en fait d'ailleurs a été monté à l'origine par des Français pour répondre à cette demande d'Européens qui souhaitent rentrer sur le marché américain. Donc, et d'ailleurs, ça va être la seule entreprise française qui va nous aider à rentrer sur le marché américain. Pour le reste, on va essayer dès le début de travailler principalement avec des Américains pour éviter de rester trop européen dans notre façon d'être et s'américaniser un peu assez tôt. Donc là, on est en 2019. Tu décides que la croissance externe, c'est le meilleur moyen d'aller faire ton go-to-market américain pour les raisons que tu as citées. Et concrètement, comment ça se passe pour rechercher des cibles? Tu es en France, c'est une petite start-up française qui marche bien, évidemment, mais tu n'es pas sur le marché US. Et il faut que tu te fasses une liste de boîtes que tu peux racheter, quoi. C'est tellement important pour toi que tu décides d'y aller. Mais c'est quoi un peu le processus concrètement? Ça se passe comment? Tu es devant ton fichier Excel, cellules A1 jusqu'à A10, tu les remplis comment, quoi? Ouais, il y a un peu de ça. On est dans une situation où effectivement... on prend son bâton de pèlerin et puis on y va, quoi. Alors j'y suis allé, j'ai déménagé aux États-Unis. Alors à ce moment-là, j'ai cette conversation avec ma femme. J'ai de la chance, ma femme est américaine, donc la convaincre d'aller aux États-Unis, c'était moins compliqué certainement que dans d'autres cas. Mais on décide d'aller s'installer aux États-Unis et de trouver ses cibles. Donc il y a une phase d'aller-retour, pareil, le temps de trouver le lieu, le logement, etc. Dans ces éléments-là, à ce moment-là, je décide de m'installer à Boston. Il y a un programme qui s'appelle Boston Soft Landing, qui est mis en place par Medicine, le pôle de compétitivité français. Et ça me paraît assez intéressant, l'écosystème de Boston est chouette. J'ai mon petit réseau StartX en Californie, donc deux endroits assez intéressants pour s'installer. Et puis, dans mes conversations, je rencontre les cadres d'UCB, une boîte belge, qui est une boîte pharmaceutique, un des leaders, si ce n'est le leader du médicament anti-épileptique, un domaine qu'on adresse avec le EG, et qui nous dit, si vous vous installez aux États-Unis, nous on a un super campus à Atlanta, dans lequel on serait ravis de vous héberger. On vous héberge gratuitement, on vous donne accès à notre réseau interne de médecins, d'associations de patients, et on va avoir des cadres qui vont venir échanger avec vous et on va s'enrichir mutuellement de ces conversations. Ça va clairement m'aider. D'accord. Et à ce moment-là, tu laisses à qui veut l'entendre que tu cherches des boîtes. Ouais, alors je vais rencontrer des cadres et je vais leur dire, voilà, dans le domaine, vous êtes dans le domaine de l'épilepsie, est-ce que vous connaissez des boîtes qui seraient potentiellement intéressantes à racheter? Et puis, je vais en trouver une première en Californie avec qui on va avoir cet échange, Corticare. Je vais les rencontrer, ils sont installés dans le sud de la Californie. Et ça va être ma première cible. Je continue mes échanges et je découvre que trois cibles au total de sociétés qui ont une base installée avec des hôpitaux, qui font du service en EEG, qui n'ont pas de techno et qui seraient potentiellement des bonnes cibles à racheter. Cette première-là est une boîte bien gérée mais un peu endormie et je vais faire une proposition. Mais l'intérêt que j'exprime pour cette société va éveiller les appétits. Les appétits côté du management de la société. Ouais, tout à fait. Donc ils sont au démarrage dans une conversation. Ah oui, ça nous intéresse de discuter avec un acheteur. Et puis,
à chaque fois que j'ai une conversation avec eux, leur ambition de chèque qu'ils vont recevoir augmente à chaque fois. Et à tel point qu'à la fin, ça devient déraisonnable. Et je décide de leur dire désolé, je vais aller voir ailleurs. Ouais, donc c'est ça, dans un process de recherche de cible, on oublie qu'il y a évidemment, il y a beaucoup de deals qui sont cassés, ça prend beaucoup de temps parce que on met non seulement le temps de trouver les cibles, mais le temps de la négo fait que ça met beaucoup de temps. Et en fait, ça te prend combien de temps entre le moment où tu décides de chercher les cibles et le moment où tu te dis c'est bon, parce qu'au final, tu vas faire 2 acquisitions. Je sais les cibles que j'ai envie de racheter et en fait, j'enclenche un process d'intégration, un process de rachat. Je crois qu'il s'est passé 4 mois entre le moment... Donc ça a été plutôt rapide. Ouais, 4 mois entre le moment où je dis à mon conseil d'administration, je vais chercher des cibles, et le moment où je leur présente les cibles. D'accord. Parce que je vais leur présenter des cibles, et là, encore 6 mois avant qu'on finalise la première transaction. D'accord. Et à ce moment-là, donc évidemment, tu as besoin de fonds pour financer l'acquisition, mais pas que, parce que le business continue de tourner en France. Tu lèves une série B. Je ne sais pas exactement à ce moment-là combien est-ce que vous faites de chiffres et vos métriques en France, mais tu lèves une série B pour justement racheter ces sociétés. Comment ça se passe l'intégration? Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux pour toi. Il y a un management avec lequel il faut gérer la transition. Il y a des questions de culture d'entreprise, il y a des questions d'organisation. Il faut que tu finalement recherches des ressources aux États-Unis pour que la machine tourne et que l'intégration se passe bien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette phase d'intégration qui devait et tous les challenges que tu as eu à ce moment-là? Alors juste pour dans les levées de fonds, la première s'était faite sur le soutien des médecins et bien sûr l'équipe. La deuxième s'est faite sur les contrats de partenariat qu'on a fait avec des grands de l'industrie pharma. Dr David Guez est là encore un autre nom de quelqu'un que je remercie, de Servier, avec qui on a fait un partenariat sur l'innovation en santé numérique, qui fait qu'on génère quand même très vite, beaucoup plus vite que la normale dans le monde du dispositif médical, du chiffre d'affaires. On va les générer via ces partenariats. Donc la deuxième levée de fonds, elle se fait à la fois sur l'attraction hospitalière et à la fois sur ces gros contrats hospitaliers qui font que même pendant quelques mois, on est profitable en année 3, chose absolument exceptionnelle. Bon, on redescend derrière, bien sûr, une fois parce que les partenariats, c'est pas du récurrent. On va rattraper ce qui descend en non récurrent avec le chiffre d'affaires à forte croissance directement avec les hôpitaux, qui lui est du récurrent pour la série B. Cette série B, elle se fait donc à la fois sur une traction française qui est absolument incroyable. Les 7 hôpitaux sont devenus 40. Le chiffre d'affaires qui est passé de quelques centaines de milliers d'euros sur la partie hospitalière, il était à quelques millions avec les pharma, mais il était à quelques centaines de milliers d'euros sur la partie hospitalière. Il passe à 6 millions en chiffre d'affaires hospitalier. Donc ça commence à être 6 millions de récurrents, c'est quand même très rassurant pour un investisseur. Et cette fameuse stratégie, donc on va faire la levée de fonds, 50 millions, avec l'objectif d'aller closer ces transactions aux États-Unis. Et effectivement, là où je pensais en faire une, finalement, en déroulant le fil, je me rends compte que avec l'EEG, on a une possibilité de rentrer également sur le sommeil. Et donc, au lieu de rentrer que sur l'EEG, on va rentrer aux États-Unis sur l'EEG et sur le sommeil. Donc, double intégration, donc les problèmes sont exponentiels et pas, additionnels. A posteriori, je pense que c'était une erreur. Trop de problèmes d'intégration et trop de dispersion. La raison pour laquelle on l'a fait, c'est parce qu'on avait aussi démarré cette activité sommeil. Alors, il faut savoir que, je vais parler juste techno un tout petit peu, l'EEG, donc on observe de l'activité électroencéphalographique. Ce même EEG, il est utilisé dans la polysomnographie, donc qui est l'analyse par excellence du sommeil. On va regarder le rythme cardiaque, on va regarder le CG dans les deux cas. On va regarder l'électromyogramme dans les deux cas. Et donc la seule différence entre les capteurs qui sont utilisés pour le suivi d'un patient épileptique par exemple, ou d'un patient en tout cas pour lequel on a besoin d'un examen de EEG, et le sommeil, ça va être la respiration. Donc il y a un élément supplémentaire à rajouter, mais on voit qu'il y a quand même d'un point de vue techno beaucoup de synergie entre les deux. Et on s'est dit on va étendre le marché de l'EEG, qui est un marché de 3 milliards environ, au marché du sommeil, qui est un marché de 20 milliards. Donc on va attaquer les deux à la fois. Et ça, on le fait avec succès en France. Et à ce moment-là, je suis en train de faire mon acquisition aux États-Unis. Je me dis, je vais faire la même chose. Ce qu'on a fait en France, on va le répliquer aux États-Unis. Et je vais intégrer les deux sociétés.
Financièrement, on a les moyens, on vient de lever 50 millions. Par contre, l'effort d'intégration, il est énorme. Et deuxième élément, deuxième facteur, mais on va en parler, la pandémie nous tombe sur le nez et va couper toutes les relations entre les États-Unis et la France, enfin en tout cas le déplacement de personnes, et ça va nous gêner énormément dans l'intégration. Et avant d'arriver sur le Covid, qui est évidemment un sujet très intéressant, tu as des enjeux aussi financiers au niveau de l'intégration, puisque t'as des enjeux de reconduction de contrats, notamment avec des assureurs où tout ne se passe pas comme prévu. Et ça, c'est un élément aussi sur lequel il y a eu beaucoup de challenges pendant cette intégration. Absolument. Alors, une des raisons pour laquelle finalement on s'arrête sur la cible qui s'appelle Digitrace est qu'elle a non seulement des contrats avec des hôpitaux, mais elle a aussi dans son portefeuille des contrats avec les assureurs. Or, aux États-Unis, donc on va parler des États-Unis. Les États-Unis, c'est fantastique. Il y a un point qui n'est pas fantastique, c'est que c'est pas un système monopayeur. C'est un système avec des assureurs, parfois publics, parfois privés. Il y en a plein. Parfois, ils sont structurés de manière assez fédérale, parfois par État. Et donc, c'est d'une complexité sans nom d'aller chercher ces contrats avec les assureurs. Et surtout, ça prend du temps. Et là, on se retrouve à pouvoir acheter une boîte qui a déjà pas mal de ces contrats. Et dans le sommeil, pareil. Et dans ces contrats, quand vous allez voir un médecin en Géorgie, qui était là où on est, et que vous lui dites je vais couvrir seulement 25% de vos patients avec ma techno, parce que les autres, j'ai pas de contrat avec leur assureur, et donc de toute façon, il va falloir que vous trouviez une solution alternative, c'est pas très attractif. Quand vous lui dites je couvre 100% de vos patients parce que j'ai des contrats avec tous les assureurs de l'État, là, c'est génial pour lui. One stop shop. Et donc, il y a un vrai avantage à avoir un portefeuille assurantiel très fort. On parle de covered lives, c'est-à-dire de combien de vies d'Américains pour lesquels j'ai un contrat avec les assureurs. Et là, donc dans la thèse de rachat de cette boîte, vient le fait qu'il y ait ce portefeuille de contrats avec les assureurs. Malheureusement, il y a United Healthcare avec lequel elle a un contrat national. Il y a 2 sociétés aux États-Unis qui ont un contrat national avec United Healthcare sur ce sujet-là. On rachète la société voulant récupérer ce contrat. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles vous rachetez la société. C'est clairement une des raisons principales et c'est une des raisons de valeur les plus importantes. Et j'ai un cadre qui est censé passer tous les contrats de la société sous le nom BioSerenity, qui va aller voir United Healthcare et leur dire voilà, il y a eu cette transaction, est-ce que je peux bien passer le contrat sous BioSerenity? Ils demandent l'autorisation. Il n'y avait pas à demander l'autorisation, c'est un stock deal, donc on achète les actions, donc le contrat il vient avec, c'était écrit comme ça d'un point de vue juridique. Voilà. Sauf qu'à partir du moment où ils demandent l'autorisation, ce qui n'a pas, d'ailleurs, ce qui a servi de leçon, tous les autres contrats sont passés sans problème, sauf celui-là, où United Healthcare dit non. Quand bien même, il dit pas le contrat est plus valable, il dit on va en re-signer un. Et il faut redémarrer le process pour revalider tous les éléments du contrat. Et donc là, on se retrouve dans une situation où on perd des mois pour redémarrer ce process. Et là, à nouveau, Covid arrive. Et tout d'un coup, les gens sont plus dispo, ils ont d'autres priorités, etc. Et donc, ce contrat, finalement, des années plus tard, on n'aura toujours pas réussi à le re-signer. On va trouver des façons de s'arranger avec les représentants régionaux par État de United Healthcare, mais le contrat national, on n'arrivera jamais à le re-signer. Donc beaucoup de challenges. Gros challenge. Il y a un nouveau challenge qui va arriver juste derrière parce qu'on rentre dans la période de Covid. Donc le Covid, fin 2019, début 2020, tu commences à en entendre parler dans tes différents déplacements. Ce n'est pas encore très sérieux, mais toi, tu as un grand élan de lucidité qui va amener à une histoire qui est absolument incroyable sur l'histoire de BioSerenity. C'est que tu fais des stocks de masques et de gants, et en fait, ça va sauver la boîte. Ouais, alors, c'est lucidité, j'aimerais bien dire que j'ai eu un éclair de génie. En fait, j'ai surtout eu de la chance et puis c'est quelque chose qui est lié à mon expérience. Quand je vivais au Vietnam, donc j'ai vécu 3 ans au Vietnam, on avait eu l'épidémie de grippe aviaire, avec fermeture des frontières, les stocks de Tamiflu, enfin je sais pas, les jeunes ne se souviennent pas de ça, mais c'était gros stress à l'époque quand même. Et quand il y a eu cette épidémie, puisque finalement elle n'est pas devenue une pandémie, moi j'étais au Vietnam. Au Vietnam, il y avait des pénuries. Pénurie de médicaments, pénurie de consommables, de stock, de tout ce qui était équipement de protection. En
janvier 2020, le gouvernement français nous invite, BioSerenity et quelques autres startups, à aller à Davos, au Forum économique mondial. Et donc j'y vais, et sur place, je rencontre la délégation chinoise. Ça m'intéresse, on commence à se dire, tiens, on va regarder le marché chinois, etc. Et je discute avec eux, je me rends compte qu'ils ont un vrai problème avec un vrai stress d'une épidémie qui monte. Eux, c'est déjà très compliqué. Ils ont déjà confiné ou en tout cas, Ouais, alors les infos à l'époque, en tout cas dans les médias en janvier, on n'en parle pas beaucoup. On sait qu'il y a un problème en Chine, mais on ne sait pas exactement quelle est l'étendue du truc. Mais eux, clairement, on sent qu'il y a un stress sur ce sujet. Et donc, dans l'avion du retour, j'appelle notre directeur des opérations, Samir Medjebar, et je lui dis il faut qu'on fasse un stock. Il faut qu'on fasse du stock, parce que ça se trouve, on va se retrouver avec une pénurie de stock. Je suis loin de penser qu'il va y avoir une pandémie mondiale, mais je me dis, il y a peut-être l'épidémie va peut-être toucher la France, et on va peut-être se retrouver avec des problèmes d'équipement de protection. Donc on va faire du stock, et puis quelques mois plus tard, quand la pandémie arrive en France et que tout se paralyse, on a du stock, et les hôpitaux sont en pénurie. Les hôpitaux, les cabinets médicaux d'ailleurs. Et donc un certain nombre d'acteurs avec lesquels on travaille, on sait, parce qu'on travaille au quotidien avec eux, qu'ils sont en galère. Donc vous avez plus de masques et de gants que les hôpitaux. Dans certains cas, clairement, oui. Et donc on va leur faire des dons. On fait des dons au début, mais il y a aussi ce côté où il faut savoir que BioSerenity, équipe jeune, ça bout d'innovation, d'énergie, etc. Tout le monde est là, mais il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Il faut qu'on se batte. On se dit, est-ce qu'on peut reconvertir l'usine pour faire des respirateurs, Et on est en train donc de se demander qu'est-ce qu'on peut faire. Et nous, en attendant, on fait des dons. On va faire des dons aux États-Unis, on va faire des dons en France. On fait aussi des dons de personnel. On envoie certains de nos techniciens spécialisés dans les maladies liées au sommeil, mais respiratoires, pour aller renforcer les équipes médicales qui sont en galère. Et donc on va proposer à ce que ce personnel, payé par nous, aille prêter main forte aux hôpitaux. L'histoire commence à se savoir. Et là, on a le gouvernement français qui nous dit, écoutez, on est en train d'essayer de monter une initiative pour créer une filière souveraine de masques. Est-ce que vous voulez en être ? On a vu que vous étiez en train de vous bouger. On a un petit débat en interne parce que avec les investisseurs, la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et donc il y a certains investisseurs, par exemple, qui nous disent non, là on protège le cash, on fait rien. Vous gardez le trésor de guerre et on attend que ça passe, quoi. Et d'un autre côté, on se dit mais on a envie, on a les cliniques du sommeil qui sont fermées, on a de l'énergie à revendre. Et donc on va dire au gouvernement français, ok, notre usine qu'on a à Troyes, on va la reconvertir et on va transformer cet outil industriel qu'on a déjà en place pour aller produire des masques. Et on affrète des avions, on récupère du matériel de Chine, on fait la terre entière, j'appelle tout mon réseau pour trouver des stocks de matières premières. Et en 3 semaines, on sort nos premiers lots de masques et au total, on va finir par en produire 120 millions quand même. Exclusivement dédié dans ce contrat avec le gouvernement français au système hospitalier français. Et donc, on contribue à... Donc ça a plusieurs vertus, parce qu'effectivement, il y a une contribution à l'effort de guerre. Il y a un peu d'argent qui rentre dans la société et ça fait que vous réussissez à survivre pendant un moment où c'est un peu plus compliqué sur le business. Honnêtement, pendant quelques semaines, moi, je dors très mal. Parce qu'on a mis de l'argent dans ces outils industriels et on n'a pas encore l'argent de l'État qui rentre pour acheter les sorties. Donc je me dis, est-ce que j'ai fait l'erreur du siècle ? Est-ce que j'ai planté la boîte ? Et puis finalement, le gouvernement se retrouve être un assez bon payeur à ce moment-là. Et effectivement, ces rentrées d'argent, elles vont permettre de compenser la fermeture des cliniques du sommeil qui, elles, restent fermées parce que c'est un acte qui nécessite des professionnels de santé spécialisés sur le respiratoire, en grande partie, et qui sont tous mobilisés sur le Covid. Et donc, les cliniques du sommeil vont rester fermées. Et donc ça, on va saigner sur cette activité, mais c'est en bonne partie, même au-delà de compenser par l'activité de masque. Bon, heureusement, le Covid ne dure pas éternellement. La crise du Covid commence à s'estomper. Il y a une partie du business qui repart, mais il y a une autre partie, notamment celle du sommeil, qui a du mal à redémarrer, notamment aux US, parce qu'il y a un changement d'habitude médicale aux US qui t'empêche finalement qui empêche le business de repartir. Comment est-ce que tu gères
ce moment qui est assez particulier pour l'histoire de la boîte. Alors, non seulement j'ai pas fini mon intégration parce que les frontières sont fermées. Deuxième élément, les 70 cliniques du sommeil que j'ai achetées aux États-Unis, elles sont toutes fermées. Réquisition, hors du gouvernement, rien à faire. Pas de débat, c'est fermé, c'est fermé. Nous, on décide de réduire un peu les équipes, de les mettre une partie au chômage technique, mais on n'a pas viré tout le monde, comme certains des concurrents l'ont fait. Et a posteriori, potentiellement, c'était malheureusement, je ne sais toujours pas dire, mais c'était peut-être la chose à faire. Surtout qu'aux US, il n'y a pas de chômage partiel. Ouais, voilà. Et puis on a, il y a quand même quelques aides du gouvernement, mais ça, c'est des pouillèmes par rapport à ce qu'on perd. Le deuxième élément, c'est effectivement, Salim, tu l'as bien dit, les habitudes changent. Et on l'a vu, le télétravail, ce genre de choses, il y a un changement profond d'habitude de travail. Dans notre domaine, dans le G, ça ne change pas tant que ça. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire un peu de pub, mais on a fait un truc incroyable à l'époque, c'est qu'on a utilisé le fait qu'on avait une technologie sur le G qui était mobile pour aller dans les réa et BioSerenity va faire le premier diagnostic d'encéphalopathie lié au Covid dans les réa du monde. Donc on fait un article scientifique, premier diagnostic dans les réa. Donc ça montre bien, là on a une validation du fait que la techno, le fait qu'elle aille n'importe où et pas que dans un labo de EG, il y a une belle validation mondiale à ce moment-là. Par contre, sur le sommeil, ça ne se passe pas comme on avait prévu. L'habitude des médecins a été de travailler avec des systèmes qui font un diagnostic de moins bonne qualité, qui s'appelle en France la polygraphie respiratoire, polygraphie ventilatoire parfois on dit, aux États-Unis Home Sleep Test. Donc on utilise un diagnostic dégradé, mais qui a l'avantage de pouvoir se faire à domicile. Et cet avantage, ce diagnostic dégradé, il n'aurait pas été fait s'il n'y avait pas le Covid, mais c'est dégradé, mais on peut continuer à le faire. Et donc, en sortie du Covid, on est passé de 70% de polysomnographie à 30% de home sleep test à un marché qui est structuré exactement à l'inverse. 70% de home sleep test, 30% de polysomnographie. Et donc, re-remplir les centres va être compliqué et va rester compliqué. Les habitudes ont changé. D'accord, et là on est à peu près en 2021, donc il y a une partie de business qui fonctionne bien, l'autre qui est un peu plus en difficulté. Pourtant, voilà. Toi, tu décides de continuer d'investir dans ta croissance parce que les investisseurs te disent c'est 2021, hein, c'est la folie des valos, c'est la folie des levées. Et en fait, toutes les discussions que tu as avec les investisseurs, on te dit non mais croissance. Et juste après, on connaît tous l'histoire, le marché se retourne. Donc, comment tu gères un peu cette partie où toi, tu as besoin de continuer à lever pour financer ta croissance, mais le marché se retourne. C'est quoi un peu les discussions que tu as avec les investisseurs à ce moment? Oui, alors on a, pour donner un ordre de grandeur, 70% de croissance annuelle non-stop pendant 7 ans, en moyenne. Hein. Donc, il y a des petites fluctuations, mais quand même. Donc, c'est une croissance absolument spectaculaire et on en est très fiers. Les investisseurs, quand je leur parle, les investisseurs à la fois historiques et prospectifs, tout le monde est persuadé qu'avec une croissance comme ça, il y a un investisseur prospectif avec qui je parle, qui me dit, il me dit clairement, il me dit t'embête pas avec la profitabilité, ce qui compte c'est la croissance. À partir du moment où tu es en hypercroissance, et l'hypercroissance il met le seuil à 40% de croissance annuelle, donc à 70% on est au-dessus, on continuera à te financer. Et surtout que toi, tu es systématiquement à ce moment-là dans les Next 40, tous les grands classements, tu es considéré comme un vrai champion français. Clairement. Et voilà, tu es clairement. À ce moment-là, on est des stars. Et puis, avec une bonne partie de notre chiffre d'affaires aux États-Unis, avec une partie de notre, des médecins, des retours qui se passent le mot en France, et donc un vrai réseau qui démarre et qui marche très bien. On a ce réseau d'interprétateurs neurologues qui nous permet de générer une base de données de EEG qualifiée qui est unique au monde et qui a une grande valeur en termes d'utilisation de ces données pour aller créer des outils d'intelligence artificielle. Donc on est clairement des stars. Et donc on se pose en 2021 la question de la levée de fonds et on se dit, enfin moi je sors très rassuré de ces conversations en disant bon, on est en hypercroissance, on va continuer à faire ça, on n'a pas besoin de changer, de casser le modèle. Et puis au moment où on essaie de lever de l'argent en 2022, le monde a changé et là, le même investisseur prospectif va me dire la croissance, on s'en fiche, ce qui compte, c'est la profitabilité. Et on n'est pas structuré de la bonne façon pour aller lever de l'argent sur ces critères. Clairement pas. Et donc, il va falloir partir dans une course contre la montre de restructuration de la société en essayant d'aligner au mieux possible banquiers, investisseurs, équipes. Et voilà, ça va être très compliqué.
Là, on se retrouve en 2023, donc c'est 10 ans après la création de BioSerenity. Tu décides de laisser la main. Comment ça se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe un peu après la vie d'entrepreneur sur les sportifs? Alors, le terme est très négatif, mais il y a un peu la petite mort du sportif quand il prend sa retraite. Toi, c'est un peu, c'est ton bébé que tu as fait passer de 0 à 1 et maintenant tu laisses la main. C'est quoi ton ressenti? Comment ça se passe? Comment tu gères un peu cette transition? Ouais, alors, j'ai écouté le podcast que tu as fait avec Aircall, très intéressant. Et effectivement, c'est un grand classique chez les entrepreneurs qu'on se pose des questions. Un cycle de 10 ans, 9-10 ans arrive à terme. Pour moi, 2023 a été très compliqué. C'était moins intéressant j'étais moins dans justement la conquête, plus dans la restructuration. Donc déjà, compliqué. Deuxième élément, c'est que je pense qu'il faut être aussi raisonnable. Clairement, les entrepreneurs et je me mets dans cette catégorie, meilleurs pour générer de la croissance que pour générer de la profitabilité. C'est pas le même métier. Ouais. C'est pas le même métier. On voit pas le monde tout à fait de la même façon. On voit pas les opportunités de la même façon. Aux US, ils ont les professional CEOs. Donc c'est un classique. Il y a un changement et amené par les investisseurs et on a une conversation. Donc changement. À ce moment-là, c'est quand même psychologiquement c'est un peu dur parce que effectivement, moi j'ai l'impression d'avoir vécu, intériorisé BioSerenity et donc je m'identifie à la société, mais à ce moment-là, il y a clairement la question de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut se réinventer et est-ce qu'on peut retrouver l'excitation du début. Il y a un côté vraiment, c'est dur, mais c'est passionnant de créer une activité de zéro avec une petite équipe ultra soudée, avec la passion et l'énergie. Et donc ça, c'est très chouette. C'est quelque chose que je me souhaite de retrouver et que je suis en train d'explorer aujourd'hui. Peut-être le mot de la fin et prise de recul par rapport à tout ce qu'on s'est dit, cette histoire vraiment passionnante. Tu retires quoi finalement de ton aventure US? Quel conseil t'aurais aimé recevoir avant de te lancer sur cette aventure? Alors là, effectivement, on parle plus spécifiquement de l'expansion américaine, mais sur ce thème-là spécifiquement, qu'est-ce que tu aurais aimé recevoir comme conseil? Je vais en donner plusieurs. Le premier, c'est que moi, je suis allé aux États-Unis. J'ai déménagé là-bas, j'ai vécu là-bas. Je recommande, en tout cas, à tous les entrepreneurs qui rêvent des États-Unis, et je recommande à tous les entrepreneurs de rêver des États-Unis, d'aller faire leurs armes là-bas, ou en tout cas d'envoyer quelqu'un dans l'équipe de fondateurs sur place. C'est important d'être sur place, c'est important de comprendre la mentalité, c'est important de comprendre les différences de marché. Et on a des choses à apprendre des Américains. On est très sophistiqué en France, mais on a des choses à apprendre des Américains. Il faut être humble et aller apprendre sur place. Le deuxième élément, c'est que c'est un marché qui est hyper concurrentiel et donc il faut être résilient. Moi, j'ai expliqué des aléas qu'on a vécu. On ne pouvait pas de toute façon prédire l'avenir. Il faut être hyper résilient, donc il faut se préparer à être solide. Troisième élément, dans les erreurs potentiellement que j'ai apprises, c'est qu'il faut apprendre à faire une boîte qui soit belle en soi, qui soit saine en soi, qui soit durable en soi. Il y a des modes, il faut savoir en jouer, mais il faut aussi savoir ne pas les écouter et se dire, quels sont les critères que j'ai besoin d'atteindre pour que la société elle soit durable, saine et qu'elle ait un héritage dont je suis fier. Super. Écoute, un grand merci Pierre-Yves. Franchement, c'était passionnant. On a appris plein de trucs. Et c'est la fin de cet épisode. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Scale to America. À très vite.